Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes, qui nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. La plupart des gens traversent leur vie en croyant que leurs réactions sont inévitables, dictées par les circonstances, les autres, ou leur humeur du jour. Pourtant, un jour, un vieil homme sur une montagne isolée m'a dit « Tu crois que tu agis, mais tu ne fais que réagir. » Ce jour-là, j'ai compris que l'efficacité n'était pas dans la vitesse, ni dans la productivité visible, mais dans le pouvoir silencieux de choisir sa réponse. Ce premier pas vers la véritable efficacité n'est ni spectaculaire, ni bruyant. Il commence par une rupture intérieure, discrète mais décisive. Celle de ne plus se laisser gouverner par le tumulte du monde extérieur. Dans les anciens monastères zen, on enseigne que le vrai pouvoir n'est pas dans la conquête, mais dans la capacité à rester centré, à répondre depuis l'alignement et non depuis la panique. L'efficacité ici n'est pas un outil de guerre, mais un art de paix. Être proactif dans cette vision, c'est devenir le gardien de son énergie. C'est refuser de laisser la colère, la peur ou l'envie piloter les décisions. Quand une insulte arrive, l'homme réactif frappe. L'homme éveillé observe. Il ne répond pas tout de suite. Il ressent, il écoute, il contemple. Et seulement alors, il agit. Cette discipline intérieure est une révolution silencieuse. Elle transforme la plainte en responsabilité. Elle éteint le réflexe et allume la conscience. Être proactif ici signifie « Je suis le seul à décider ce que je fais de mes émotions ». Ce n'est pas une fuite des conflits, mais une maturité qui choisit sa manière de se mouvoir dans le tumulte. C'est apprendre à devenir un lac calme, même quand les pierres sont lancées. L'homme proactif n'évite pas le tumulte. Il devient si vaste intérieurement qu'il ne s'y noie plus. Dans les pratiques bouddhistes, on dit que toute souffrance inutile commence avec l'identification. Quand je crois que l'émotion est moi, je suis piégé. Mais lorsque j'observe que la colère n'est qu'un nuage qui passe, je m'en détache. Ce détachement n'est pas une froideur, mais une lucidité. Le feu n'est plus allumé à chaque mot mal prononcé, chaque regard traversé de travers. L'énergie est conservée, maîtrisée, redirigée. Ce pouvoir d'être conscient avant d'agir change tout. Dans un monde où tant de gens s'agitent, hurlent, accusent, s'emportent, celui qui reste immobile devient une force. Non pas une statue figée, mais un axe autour duquel tout peut tourner sans le déstabiliser. Voilà la première habitude, la maîtrise du dedans avant le mouvement du dehors. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas viral, mais c'est profond et c'est invincible. Il y a un moment dans chaque existence où l'on cesse de courir et où l'on se demande « Vers quoi est-ce que je cours ?» Ce moment-là est souvent silencieux. Il ne crie pas, il ne frappe pas, mais il fissure tout. La deuxième habitude naît de cette question profonde. Quelle est ma direction? Car agir sans direction, c'est labourer la mer. On dépense une énergie folle pour ne récolter que l'illusion de l'avancée. Les anciens moines méditaient des jours entiers, non pour s'évader, mais pour revenir. Revenir à quoi? À cette flamme intérieure qui connaît le chemin, même quand les yeux extérieurs sont embués. La vision intérieure n'est pas un objectif écrit sur un tableau. Elle est une connaissance silencieuse, ancrée dans l'intuition profonde. Elle ne dépend pas de la mode, des tendances ou du regard des autres. Elle murmure « Voici ton vrai nord ».
Tant de personnes vivent comme des bateaux sans gouvernail, se laissant porter par les courants, les vents et les orages. Mais celui qui s'assied, qui se tait, qui écoute, finit par entendre. Il entend ce qui ne se dit pas. Il sent ce qui ne s'explique pas. Et alors, il se redresse. Sa vie cesse d'être une réaction en chaîne. Elle devient une offrande. Cette habitude de commencer avec la fin en tête n'est pas une obsession morbide de la mort, mais une conscience claire de ce qui vaut. Si tu devais tout perdre sauf une chose, que choisirais-tu? Si tu n'avais plus rien à prouver, que ferais-tu? Ces réponses dessinent les contours de ta véritable vision. Et cette vision, une fois intégrée, devient un filtre puissant. Chaque choix est pesé à sa lumière. Chaque action est évaluée selon sa résonance. Le moine qui connaît sa direction n'a plus besoin de courir. Il marche lentement, mais chaque pas est aligné. Il ne s'épuise pas. Il n'hésite pas. Il avance avec une paix que rien n'achète. Cette clarté intérieure devient une lumière dans les tunnels, une boussole dans les tempêtes. Elle n'est pas là pour décorer, mais pour guider. Ainsi, la deuxième habitude ne consiste pas à avoir une to-do list parfaite, mais à connaître son intention première et à la chérir comme on chérirait une graine rare. Car de cette graine germera tout ce qui compte vraiment. Dans une pièce trop encombrée, même la lumière ne sait plus où se poser. Et dans une vie trop remplie, l'âme étouffe. Voilà pourquoi la troisième habitude ne parle pas de faire plus, mais de faire mieux. Prioriser l'essentiel, ce n'est pas organiser le chaos, c'est le dissoudre. Il est facile de tomber dans le piège de l'activité constante. On fait, on répond, on exécute. Mais au fond, on fuit. On fuit le vide. On fuit le silence. On fuit l'inconfort de ne pas être sollicité. Pourtant, c'est dans cet espace nu, dépouillé de distractions, que naît la vraie clarté. Le zen ne dit pas « remplis ta journée ». Il dit « vide ta tasse ». L'homme efficace ne fait pas 1000 choses à moitié. Il fait une chose avec présence. Et cette présence est si dense, si entière, que le simple geste devient méditation. Prioriser, ce n'est pas choisir selon l'urgence, c'est choisir selon le sens. C'est préférer le profond au bruyant, le vrai à l'urgent, le nécessaire au séduisant. Un vieux maître m'a dit un jour « Le bruit du monde est une distraction. Ce qui compte fait souvent peu de bruit. » Depuis, je choisis le calme. Non pas parce que je suis lent, mais parce que je suis précis. J'ai appris que courir sans direction est pire que marcher doucement, avec conscience. L'efficacité n'est pas dans le nombre d'actes accomplis, mais dans la signification qu'on leur accorde. Celui qui connaît l'essentiel n'est pas plus intelligent. Il est plus libre. Libre de ne pas s'éparpiller. Libre de dire non. Libre de ne pas tout porter. Il sait que le vide n'est pas une perte, mais une possibilité. Il fait le tri, non pour être minimaliste à la mode, mais pour être au contact du réel. Ainsi, cette troisième habitude enseigne à vivre moins dispersé, plus enraciné. Elle ne simplifie pas la vie pour la beauté du geste, mais pour la vérité qu'elle révèle. Quand on cesse d'être partout, on commence enfin à être quelque part. Il existe un piège insidieux dans nos relations. Celui de croire qu'il faut gagner aux dépens de l'autre. Ce quatrième principe casse cette illusion. Il dit « La vraie victoire est mutuelle, ou elle n'est qu'illusion. Penser gagnant-gagnant, c'est ne plus voir l'autre comme un adversaire, mais comme un miroir,
comme une main tendue. Dans les traditions bouddhistes, la compassion n'est pas un supplément d'âme. C'est une force active. Elle agit, elle transforme, elle élève. Et dans cette vision, on ne s'élève jamais seul. Le maître ne s'élève pas sans ses disciples. Le moine ne s'illumine pas sans le monde. Le succès véritable est donc inclusif. Quand je veux briller sans éteindre les autres, ma lumière devient plus vaste. Quand je cherche à comprendre au lieu de convaincre, je construis un pont, pas un mur. Et ce pont, tôt ou tard, me sert aussi. Car, dans le monde de l'inter-être, tout ce que je donne revient. Peut-être pas sous la même forme, mais toujours sous la même vibration. Penser gagnant-gagnant, ce n'est pas être naïf, c'est être profondément réaliste. Car détruire l'autre, c'est se diminuer soi-même. Humilier l'autre, c'est abîmer son propre reflet. Ce que je fais à l'autre me façonne aussi. Ceux qui vivent tant selon cette habitude ne sont pas faibles. Ils sont stratégiques. Ils comprennent que la coopération sincère est plus puissante que la domination. Ils savent qu'on va plus loin ensemble, non parce que c'est joli à dire, mais parce que c'est vrai à vivre. Ils refusent de participer à des jeux de pouvoir sans issue. Ils choisissent le respect que ça leur sait. Et ce respect n'est pas une politesse, c'est une intelligence. Ainsi, cette habitude nous enseigne que l'efficacité relationnelle passe par l'intention. Pas celle de gagner, mais celle d'honorer. Pas celle de convaincre, mais celle d'unir. Et cette union, même discrète, change tout. À ce stade, ce n'est plus seulement une question d'efficacité, mais de transformation intérieure. Ces 4 premières habitudes ne sont pas des stratégies pour mieux faire, ce sont des chemins pour mieux être. Elles ne visent pas la performance, mais la paix. Elles ne promettent pas le succès, selon les critères du monde, mais une victoire silencieuse, profonde, qui commence là où commence la conscience. Si ces principes résonnent en toi, ne les retiens pas simplement dans ta mémoire. Laisse-les descendre dans ton quotidien. Et surtout, reste avec moi pour la suite de ce voyage. Les prochaines habitudes vont encore plus loin dans l'art de vivre éveillé. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater la suite. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces 4 habitudes as-tu le plus besoin d'approfondir aujourd'hui? Il est difficile de saisir à quel point nous sommes sourds tant que nous ne décidons pas d'écouter vraiment. Ce n'est pas que nos oreilles ne fonctionnent pas, c'est que notre attention est ailleurs. Lorsqu'un moine célèbre demanda un jour à son maître pourquoi il n'avait toujours pas trouvé la paix, celui-ci répondit simplement « Parce que tu parles trop ». L'écoute, dans la voix intérieure, n'est pas une posture passive. C'est un acte radical de présence. Et voici le paradoxe. Nous croyons que comprendre les autres commence par des mots, alors qu'en réalité, cela commence par un espace. L'espace pour recevoir ce que l'autre vit, sans y mêler tout de suite notre propre histoire. La 5e habitude est donc une ascèse moderne. Ne pas vouloir immédiatement répondre, ne pas interrompre, ni comparer, ni corriger. Juste être là, totalement. Dans les enseignements zen, écouter, c'est s'effacer. C'est se taire sans s'éteindre. C'est faire place à l'autre comme on ouvre une porte sur un jardin silencieux. Les gens véritablement efficaces ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent à comprendre. Et pour comprendre, ils renoncent au besoin de briller. Ils préfèrent t'éclairer. Mais ce type d'écoute demande une grande force, car pour accueillir l'autre, il faut d'abord calmer ses propres vagues.
Il faut laisser tomber les défenses, les anticipations, les jugements. Ce n'est pas une écoute de surface, mais une écoute qui touche Kolakos, une écoute qui transforme. Car lorsqu'on écoute avec tout son être, l'autre se sent vu, reconnu, restauré. Et cela va bien au-delà de la communication. Écouter avec authenticité, c'est reconnaître l'humanité partagée. C'est dire sans mots « je te vois ». Et ce regard guérit bien des blessures que les mots ne savent même pas nommer. Quand une personne est vraiment écoutée, elle commence souvent à s'écouter elle-même pour la première fois. Ce 5e principe n'est donc pas un outil de négociation ou un geste de courtoisie. C'est une voix d'éveil. Elle dit « Je ne suis pas ici pour te changer, mais pour t'accueillir. » Et parfois, ce simple accueil devient le changement. Dans le silence entre 2 respirations, une vérité plus vaste peut enfin naître. Une seule note ne fait pas une symphonie. Et une seule voix, aussi juste soit-elle, ne compose pas une harmonie. La 6e habitude parle de cela, de cette sagesse qui n'est non de l'individualisme, mais de l'union. Dans un monde où la solitude est portée comme une médaille, apprendre à collaborer vraiment est une forme rare de maîtrise. Les maîtres zen parlent souvent du sangha, la communauté de pratique, car ils savent que sans accord on ne s'éveille pas seul. On a besoin d'un miroir, d'un écho, parfois même d'une résistance douce pour grandir. La synergie n'est pas la simple addition de talents, c'est la multiplication des consciences. C'est ce moment mystérieux où l'effort partagé dépasse ce qu'aucun individu n'aurait pu accomplir seul. Et cela demande du courage, car pour collaborer, il faut renoncer à contrôler. Il faut accepter que l'autre fasse différemment, parfois mieux. Il faut oser ne pas avoir le dernier mot, accueillir l'imprévu, célébrer la diversité. Ce n'est pas perdre son pouvoir, c'est l'étendre. Non pas horizontalement, mais en profondeur. La vraie synergie ne vient pas des hiérarchies rigides, mais des cercles où chacun a sa place. Elle ne se nourrit pas de consensus tiède, mais de confrontations fécondes. Elle transforme les conflits en tremplins. Elle permet à chacun de voir plus grand que lui-même. Et dans cette vision partagée, un chemin neuf s'ouvre. Il est frappant de constater à quel point la nature elle-même est un modèle de synergie. Les racines communiquent, les arbres partagent l'eau, les oiseaux se relaient en vol. Rien n'est isolé, rien ne domine, tout coopère. Et c'est cette intelligence du vivant que la 6e habitude nous invite à retrouver, non pas en fusionnant, mais en accordant nos différences. Travailler avec les autres n'est pas un pis-aller, c'est une voie vers la complétude. Car ce que je ne vois pas, l'autre peut me le révéler. Ce que je n'ai pas, l'autre peut me l'offrir. Et ce que nous construisons ensemble devient alors plus solide, plus vivant, plus juste. Un fil tendu finit toujours par se rompre, et un cœur tendu finit toujours par se fermer. C'est pourquoi la 7e habitude est la plus silencieuse, mais peut-être la plus cruciale. Se renouveler. Non pas pour redevenir performant, mais pour redevenir vivant. Dans les traditions contemplatives, il est dit que ce qui n'est pas nourri meurt. Cela vaut aussi pour l'âme. Dans un monde qui glorifie le mouvement, s'arrêter est presque un acte révolutionnaire. Mais ce n'est pas fuir que de se retirer. Ce n'est pas perdre du temps que de revenir à soi. C'est recharger la source. C'est se rappeler que nous ne sommes pas des machines, mais des êtres faits de cycles, de rythmes, d'équilibre. Le renouvellement,
Ce n'est pas forcément partir loin. Parfois, c'est fermer les yeux 5 minutes. C'est écouter son souffle. C'est marcher sans but. Méditer sans but. Être sans agenda. Dans ces instants suspendus, quelque chose se réajuste. Une fatigue ancienne s'éloigne. Un silence familier revient. Cette habitude est donc une invitation à honorer notre temple intérieur, à le nettoyer, le nourrir, le respecter. Car, sans cela, même les meilleures habitudes deviennent mécaniques. Sans cette respiration, tout devient sec. L'action devient agitation. L'efficacité devient rigidité. Les maîtres le disent souvent. Ce n'est pas la lumière qui manque, c'est l'huile dans la lampe. Cette huile, c'est notre attention à l'instant, notre soin à l'être. Quand on prend soin de son esprit, tout ce que l'on fait porte une autre vibration. Il ne s'agit pas de fuir ses responsabilités, mais de les porter avec plus de clarté, de stabilité, de douceur. Le renouvellement n'est pas un luxe, c'est une hygiène. Et plus encore, c'est un retour. Retour au corps, au cœur, à la paix. C'est là que naît la vraie puissance, dans ce vide fertile où tout peut recommencer. Il n'y a pas d'efficacité durable sans ce côté profondeur retrouvé. Ce voyage intérieur, porté par ces 7 habitudes, n'a jamais eu pour but de créer des super performeurs. Il vise à révéler des êtres éveillés. Car, dans le regard du zen, comme dans la sagesse bouddhiste, l'efficacité ne se mesure pas en résultat, mais en présence. Ce n'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais. Ce n'est pas la quantité de tes actions, mais la qualité de ton être pendant ces actions. Lorsque tu vis en conscience, chaque geste devient sacré. Chaque mot devient une offrande. Chaque silence devient un refuge. Tu ne vis plus en réaction, mais en création. Tu ne subis plus les événements. Tu danses avec eux. Tu deviens non pas un héros, mais un canal. Et par toi, le monde respire un peu mieux. Ces habitudes ne sont pas des règles à suivre. Ce sont des états à incarner. Elles ne veulent pas t'enfermer dans un modèle, mais t'ouvrir à une cohérence intérieure. Elles sont simples, mais pas faciles. Et pourtant, elles sont accessibles à chaque instant, dès lors que tu t'arrêtes, que tu écoutes, que tu choisis en conscience. Être efficace dans cette perspective, c'est ne pas se perdre. C'est rester centré, aligné, libre. C'est pouvoir marcher au milieu du bruit sans se laisser voler son silence. C'est choisir l'essentiel même quand tout pousse à la dispersion. C'est offrir de la clarté dans un monde flou. Et c'est peut-être surtout devenir une présence qui élève au lieu d'une énergie qui s'épuise. Tu n'as pas besoin d'attendre demain, ni d'être parfait, ni d'avoir lu 1000 livres. Ce que tu es maintenant suffit. L'essentiel est là, dans ton souffle, dans ton choix, dans ton regard. Si tu le désires, ces habitudes peuvent devenir ta façon de marcher. Non pas pour impressionner, mais pour incarner ce que tu es déjà, au plus profond. Alors, que feras-tu à présent? La voie Paquet ne t'appelle pas à plus de performance, mais à plus de présence. Si tu ressens cet appel, ne le laisse pas s'éteindre. Laisse-le t'emmener, pas ailleurs, mais plus près de toi. Merci d'avoir été présent jusqu'ici. Si ce message résonne en toi, abonne-toi et active la cloche pour recevoir la suite de ce chemin intérieur. Partage en commentaire l'habitude qui t'a le plus marqué ou celle que tu veux mettre en pratique dès aujourd'hui. Ensemble, poursuivons cette marche silencieuse vers l'essentiel. À très bientôt.